Merci. Donc, nous allons passer au format table ronde. Donc, je vais demander aux intervenants qui ont fait les focus de venir. Ne vous inquiétez pas, il manque un siège, c'est moi qui le prendrai. Et j'appelle donc Monsieur Populus, donc de Siemens et qui représente le SNITEM, Monsieur Motel du groupe de la société Lessis et Monsieur Domas de Interop Santé qui vont se présenter eux-mêmes de venir. Oui, vous venez. Il manque une place, mais je l'ai dit, je prendrai la place qui manque. Non, non, non. Alors peut-être par ordre alphabétique, je vais demander aux industriels de se présenter. Donc Monsieur Domas de Interop Santé. Oui, bonjour. Donc, j'interviens ici en tant que président d'Interop Santé. Interop Santé, rapidement, c'est une association qui regroupe 200 adhérents qui sont à la fois des utilisateurs des systèmes d'information et des industriels des systèmes d'information de santé. Nous travaillons sur la standardisation de la communication en matière de santé depuis 1989 sous le nom d'H', qui était en fait un standard d'échange franco-français. Puis depuis 2004, en hébergeant en tant qu'affilié international pour la France la standardisation HL7. Et puis depuis 2009, nous avons intégré aussi le travail d'IHE, qui est en fait le profilage de standards permettant d'assurer que ces standards sont mis en situation et qu'ils permettent effectivement une véritable interopérabilité des systèmes d'information sur le terrain. Voilà, donc c'est une démarche internationale pour une grande part dont nous sommes les représentants français et avec beaucoup de travaux qui sont conduits par les équipes françaises pour développer de l'interopérabilité par domaine, domaine plateau technique, domaine général pour assurer l'identification du patient dans une organisation de santé par exemple, et plein d'autres choses encore que je ne développerai pas ici. Merci. Donc Monsieur Motel de Lessis, si vous pouvez vous présenter. Oui, Yannick Motel, je suis le délégué général donc, de la fédération LE6. Alors c'est un acronyme qui signifie les entreprises des systèmes d'information sanitaires et sociaux. C'est-à-dire que ça couvre tout le champ santé, soins, et puis ce qu'on appelle en Ardéchois méridional le home care, c'est-à-dire la surveillance des personnes à domicile. Alors c'est une jeune organisation par rapport à nos partenaires du SNITEM, qui je crois ont 25 ans ou plus. Nous avons été créés il y a un petit peu plus de 7 ans, avec une vingtaine d'entreprises, et le CIS a un petit peu trouvé sa marque dans le paysage, puisque nous sommes aujourd'hui 125 ou 130, je crois, avec une marque de fabrique qui nous est propre, qu'on nous reproche, ou au sujet de laquelle on nous félicite, c'est que nous sommes une organisation assez remuante. Nous ne nous embarrassons pas trop de protocoles. Lorsque nous avons des choses à dire ou à écrire, nous le faisons avec enthousiasme, avec l'expertise qu'on nous connaît. Et donc, c'est ce qui fait un petit peu notre particularité. Bien, donc Monsieur Populus, Siemens NITEM, je vais vous demander deux choses. La première, c'est de vous présenter, puis peut-être de commencer la table ronde au sens peut-être de parler de l'état de vos besoins, les réponses qui y sont données, les insatisfactions que vous pouvez avoir et les demandes. Bien, Christian Populu, donc je me présente à un double titre, tout d'abord en tant que représentant de Siemens Healthcare. J'étais anciennement le patron de Siemens Healthcare en France et depuis 1 an et demi, j'ai passé la main et je suis actuellement le directeur des relations institutionnelles pour Healthcare France, mais également directeur des projets stratégiques. Et entre autres projets stratégiques, je crois que ça a été évoqué par Michel de Matelin, par Éric Fogarassi, l'IHU de Strasbourg est quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. La deuxième casquette, c'est celle du SNITEM, où j'étais président du pôle imagerie pendant de nombreuses années, et je représente l'activité du groupe TIC du SNITEM, donc qui est notre syndicat professionnel
au niveau du dispositif médical. Donc voilà pour les présentations. Bon, je ne présenterai pas Siemens, peut-être juste un chiffre, 360 000 personnes, dont 52 000 qui travaillent exclusivement dans le domaine de la santé. Concernant le deuxième volet, c'est-à-dire ma vision ou notre vision, notre réaction par rapport au plan de formation, j'ai été très agréablement surpris, avant toute chose, par les exposés qui ont été faits tout à l'heure sur les différents profils de formation, que ce soit à Strasbourg, Montpellier ou autre. Je pense que l'approche est la bonne, c'est-à-dire qu'il faut élargir le champ. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a deux contraintes. Une première qui est, on va dire, environnementale, c'est la crise économique mondiale, la crise de la dette. Ce sont également des événements malheureux, et malheureusement, on les a collectionnés en France, entre le sang contaminé et puis le PIP plus récemment, passant par le médicament et autres. Ce qui fait qu'on est dans le focus de cette réglementation qui devient de plus en plus contraignante et sévère pour les industriels, mais également pour les praticiens du domaine de la santé. Donc des problèmes financiers liés à cet environnement-là, mais également d'un autre côté des industriels, du moins pour ceux qui se sont engagés dans une vision à long terme, des développements technologiques de plus en plus rapides. Si je prends, il y a 10 ans encore, le scanner de référence pour faire un examen cardiaque, c'était un 16 coupes. Aujourd'hui, on est à des 256 coupes ou plus, on est à des bitubes et des technologies très innovantes. Et je pourrais passer en revue des tas de technologies, de machines hybrides. La dernière en date s'appelle un MRPET, qui fait une acquisition simultanée entre une image de TEP et une image d'IRM, le tout dans la même machine. Ce qui me fait dire qu'en se mettant à la place, je dirais d'abord de nos utilisateurs, mais également du corps enseignant au sens très large du terme, ça pose problème. Ça va trop vite. Et notre système n'est pas habitué à réagir aussi vite. Donc c'est un sacré challenge qu'on a à jouer ensemble. J'ai vu également dans l'exposé tout à l'heure que vous faisiez intervenir de plus en plus d'intervenants du secteur industriel. Je crois que c'est une bonne méthode. L'interrogation qu'on peut avoir, outre les cursus pour les élèves ingénieurs, c'est également comment appréhender la formation des formateurs. C'est un vaste sujet, parce que aussi brillant puisse-t-il être, il faut se recaler en permanence, c'est un système de régulation. Il ne faut pas qu'on soit en boucle ouverte. Et aujourd'hui, dans bien des sujets, on est en boucle ouverte. Il y a la moindre grandeur perturbante, tout le système explose. Ce qui fait dire que, d'un point de vue des industriels, quand on embauche des jeunes qui sortent avec leur diplôme d'ingénieur, en fait, aujourd'hui, on est plus dans une démarche, on accueille un jeune généraliste qui, de par sa formation, est capable de s'adapter, donc c'est une de ses grandes qualités, mais ça nous coûte très cher. Et si on pouvait recaler le besoin par rapport à l'offre, ça serait quelque chose de formidable. S'agissant maintenant des TIC, c'est effectivement un des domaines. J'ai tendance à dire qu'il y a deux grands domaines d'innovation. Le premier, c'est d'anticiper les traitements. Aujourd'hui, on sait très bien, je prends l'exemple du cancer, 80% des coûts de traitement d'un patient, c'est dans la phase dite métastasée de la maladie. Si on veut être plus efficace, si on veut faire des économies, si on veut être plus efficace aussi pour le patient lui-même, lui donner plus de chances de survivre à cette maladie terrible, il faut anticiper. Il faut bénéficier en fait des derniers fruits de la recherche, le décodage, le décryptage du génome, la protéomique et tous ces éléments-là, qui vont nous permettre de développer de nouveaux marqueurs tumoraux, d'être beaucoup plus sélectifs dans l'analyse de la maladie et donc d'être plus efficaces en termes de soins et moins onéreux, ce qui est quand même un des éléments recherchés aujourd'hui. L'autre volet, c'est en aval. C'est-à-dire que ce que
Eric Fogarassi a montré, c'est-à-dire l'espérance de vie qui est croissante, donc les besoins de soins qui vont s'accroître dans les années à venir, voire exploser. Il y a également une nouvelle donne, c'est le bien-être. Ça fait partie du monde de la santé, c'est quelque chose qui est en plein développement. Il y a des attentes énormes des consommateurs, que nous sommes tous ou que nous serons tous à un moment donné. Et ça, c'est un marché qui est très important, qui fait partie d'éthique d'une manière générale, mais c'est quelque chose, il faut attacher une importance croissante. Tout à l'heure, dans votre exposé sur la partie environnementale, c'est également un métier dont on ne parlait pas il y a encore quelques années. Sachez que, par exemple, pour une IRM, ou d'une manière générale, tous les produits de nos fabrications, on peut dire que plus de 90% des matériaux sont recyclables. Donc c'est quelque chose qui se conçoit en amont. Ce sont de nouveaux métiers. Alors ça, c'est l'intérêt d'un constructeur. Ce n'est pas à l'hôpital qu'on va probablement se préoccuper de cet aspect-là. Mais l'autre volet, c'est le bâtiment intelligent. C'est ce qu'on appelle, nous, les green hospitals. Donc effectivement, c'est d'essayer de faire rentrer toutes les technologies de l'industrie au sens large du terme. Je vais être un petit peu provocateur en vous disant, je viens de l'industrie, donc j'ai fait l'essentiel de ma carrière professionnelle dans le milieu industriel. J'ai travaillé pendant de longues années chez Siemens pour le compte de PSA. J'ai vécu la révolution culturelle qui a eu lieu dans l'industrie dans les années 90, où on est passé de l'achat de matériel à des approches partenariales sur un atelier de peinture, un atelier de ferrage, ce qu'on voudra. On peut transposer ces termes en disant un service de cardiologie, de radiologie, interventionnelle et autres. Donc, on a du retard par rapport à ça. On a du retard par rapport aux infrastructures informatiques, d'une manière générale. Et le besoin émergent que l'on voit à travers l'éthique, c'est aussi une réponse au numerus clausus, quelque part. On va tout droit dans le mur, on sait très bien qu'on va manquer de professionnels de santé dans les années à venir. Alors la solution de faire venir, je pense aux infirmières qui venaient d'Espagne ou du Portugal, je pense que ça, il faut oublier, ce n'est pas la bonne démarche. Donc, développement de la prise en charge à domicile, la surveillance à distance, donc émergence de toute la partie télécommunication, bien entendu, des dispositifs médicaux, des devices, aussi petits soient-ils, qui deviendront tous communicants. Pour cela, néanmoins, une problématique, le problème de la normalisation. Et j'entends avec beaucoup de plaisir qu'effectivement, on élargit le champ à l'Europe, et ça serait quand même une belle aventure de pouvoir aboutir à des interfaçages internationaux. Les principes sont là, les principes directeurs sont là, mais dans la pratique, on est encore loin du compte. Donc voilà, c'est un peu un portrait un peu pessimiste, mais croyez-moi, bien réaliste. D'un autre côté, juste pour l'éthique, pour conclure, aujourd'hui, ça représente à peu près 140 millions d'euros, le marché français. C'est un marché qui va plus que doubler d'ici 2015. Donc derrière ce marché, il y a des métiers. Donc il y a de l'emploi, il y a des besoins de formation. Et un point que j'aimerais souligner, qui est un point que je n'ai pas vu d'une manière suffisante à mon gré, c'est que demain, on a plus besoin d'architectes, au sens très large du terme, des gens qui sachent concevoir, qui sachent comment décliner le mot workflow, optimisation des processus, exactement ce qu'on a vécu dans l'automobile, par exemple, il y a presque 30 ans. C'est quelque chose qu'il faut développer. Sinon, ce seront comme à l'époque des Japonais qui venaient avec leur chronomètre et qui venaient faire le consultant et se faisaient payer très cher pour expliquer à notre industrie automobile comment il fallait ordonnancer, je dirais, les différentes machines et les services associés. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Alors,
Dans le cadre de cette invitation, j'essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'étaient les besoins en formation. Donc je vois avec plaisir qu'il y a des formations qui existent et qu'elles existent bien, qu'elles sont bien réelles, qu'il y a des promotions qui sortent. Promotion avec des profils que je ne m'attendais pas à trouver, comme le concept de médecin-ingénieur ou de pharmacien-ingénieur. Pour moi, ça relevait un petit peu de l'oiseau-baleine. C'était une association complètement improbable, mais si elle existe, tant mieux, parce que je pense que c'est une des clés du système. C'est-à-dire il faut qu'on rapproche les points de vue et les expériences pour qu'on arrive, effectivement, en associant les connaissances, à construire un nouveau modèle de collaboration. M. Populus disait qu'il fallait on avait plus besoin d'architectes, et il a mentionné le mot workflow. C'est vrai que c'est la clé des projets qui sont aujourd'hui déployés sur le terrain et qui d'ailleurs ont beaucoup de mal à se déployer, c'est d'avoir en tant qu'industriel en face de nous des gens qui ont la connaissance des métiers, des processus, des organisations, des architectures fonctionnelles. Parce que quand on déploie des systèmes d'information, on a besoin d'avoir en face de nous des gens qui ont cette connaissance à la fois avec une démarche d'ingénierie, mais avec une excellente connaissance des processus de soins aussi. Alors est-ce que c'est par le biais de formation de nouveaux entrants, de la formation initiale, ou est-ce que c'est pas aussi avec un volet important en prenant des expérimentés du processus de soins et leur donnant en fait les outils permettant d'avoir les connaissances technologiques pour ensuite déployer sur le terrain, ou l'inverse, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a certainement là une clé très très importante permettant de gérer des projets avec un volet organisationnel important, tout au moins des projets organisationnels avec un volet technique, alors qu'en fait, on fait dans énormément de cas l'inverse. On prend un projet sous son angle technique, et puis on lui adjoint un petit volet organisationnel, et on s'aperçoit que finalement le projet va dans le mur, parce que la technique, on la maîtrise assez bien, mais c'est l'organisation qu'on ne maîtrise pas. Il y a une grande variabilité des pratiques médicales, en France ou ailleurs, d'ailleurs, c'est une spécificité du monde médical. Et on a besoin, en tant qu'industriel ou bien en tant que chargé de projets qui puissent se répliquer, qui puissent éventuellement trouver leur rentabilité, puisqu'il y a une rentabilité économique à la clé. Et pour ça, il faut qu'on ait des modèles qu'on puisse appliquer sur des architectures qui sont un peu plus stables. Et il faut une bonne connaissance de ces métiers. Parmi les contenus de formation, moi je vais plaider aussi sur le sujet interopérabilité, puisque c'est mon rôle en tant que président d'Interop Santé. C'est souvent un peu le parent pauvre des projets, parce qu'on arrive dans un milieu qui n'est jamais exempt, dans un environnement qui est jamais unique. On arrive avec une solution, alors qu'il y a déjà d'autres solutions qui sont en place. On en remplace une grande partie parfois. On change un dossier médical dans un hôpital, on remplace 60 dossiers médicaux qui sont dans des petits silos de spécialité par un seul grand dossier médical qui va informatiser le CHU, par exemple. Et on se rend compte qu'il y a des systèmes d'administration, il y a des plateaux techniques, et tout ça doit, dans un souci d'urbanisation, pour que tout ça fonctionne, il faut que ça s'interface, il faut que ça communique. Et les acteurs de santé qui sont utilisateurs, ils veulent que ça communique aussi bien que l'électricité qui jaillit et qui allume la lumière du local. Il ne faut pas que l'aspect technique soit trop visible des utilisateurs. Mais pour ça, il faut beaucoup d'expertise, beaucoup d'ingénierie et beaucoup de standardisation et beaucoup de dialogue entre les industriels quand ils sont obligés de dialoguer ensemble pour implanter une solution sur un terrain qui n'est pas vierge, ce qui est le cas dans tous les projets aujourd'hui. Donc ce volet d'expertise et de connaissance et de maîtrise des standards d'interopérabilité est très important pour la réussite des projets, d'autant que l'évolution des standards est une évolution longue, qui n'est pas figé par une connaissance unique dans le temps, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on maîtrise HL7 par exemple qu'on va d'un seul coup connaître toute l'interopérabilité de tous les systèmes d'information, le profilage, la mise en situation, l'évolution des standards, c'est un travail de longue haleine. Je représente une association qui a 20 ans d'âge et c'est pas par hasard que cette standardisation a démarré avec l'informatisation il y a 20 ans et qu'elle se poursuivra encore en permanence dans les années à venir. Et on passera de la standardisation des échanges à la standardisation des documents, à la standardisation sémantique. Et tout ça est un long chemin vers une standardisation globale des systèmes d'information. Je dirais aussi la formation sur le terrain des professionnels médicaux à l'utilisation de nouveaux outils. Ce sont parfois de véritables révolutions. On parle d'imagerie médicale, on a vu beaucoup d'images scanners, il y a des modalités qui sont présentes sur le marché. Mais il faut savoir que la France est très très en retard sur des équipements d'imagerie numérique, notamment le déploiement de PACS qui permettent de synthétiser toute l'image, de diagnostiquer, d'archiver, de partager l'image radiologique. Bon, il y a une étude qui est parue en avril 2011
La Commission européenne a fait une étude de benchmarking sur les équipements dans les hôpitaux européens. On s'aperçoit que la France est au 28e rang en Europe, sur 27. Donc on a rajouté 3 pays pour faire bonne mesure. Hein. 28e rang de déploiement de PACS. Donc vous imaginez quand même le nombre de radiologues aujourd'hui, je parle à l'hôpital, hein, bien sûr, l'hôpital. Vous imaginez le nombre de radiologues qui vont changer de métier, qui vont passer d'un seul coup avec des outils diagnostiques partagés, multimodalité, avec des workflows de téléradiologie à la clé, permettant de faire une prise en charge de permanence radiologique privée publique. Ce sont de véritables révolutions dans des métiers qui, pour autant, ne sont pas des premiers, enfin des vierges d'informatisation. Hein. Ces informatisations ont démarré il y a longtemps. Je pense à la biologie, par exemple, le plateau technique de biologie, c'est informatisé depuis les années 80. Et aujourd'hui, on a une consolidation énorme des moyens et des outils avec des plateaux techniques qui ont cru de manière assez considérable. On passe à des plateaux privés ou publics qui aujourd'hui géraient traditionnellement des 200, 300, 400 dossiers jour, jusqu'à maintenant des plateaux qui, en France, gèrent 2000, 3000, 4000 dossiers patients par jour. Il y a aussi un effort considérable d'adaptation à des nouveaux environnements, des nouvelles architectures dans le milieu libéral. Hein. Donc je crois qu'on a effectivement des besoins très très importants en formation pour accompagner ces nouvelles architectures, pour accompagner ces nouvelles implémentations techniques. Et encore une fois, je crois que ça passe par un croisement et un regroupement de compétences du secteur médical d'un côté, du secteur d'ingénierie de l'autre, et puis bon, effectivement, les industriels ont un savoir-faire dans leurs équipes R&D qui doivent aussi participer à la formation sur le terrain quand ils déploient leurs solutions et éventuellement apporter quelque chose dans les cursus de formation dans les écoles. Voilà, en résumé. Voilà, l'avantage d'intervenir en dernier, hein, c'est que tout a été presque dit. Alors peut-être une remarque de fond. J'étais agréablement surpris par la variété et la richesse des cursus que vous proposez, puisqu'il y a encore quelques années, hein, l'année 2007-2008, nous avions été un petit peu à l'initiative du lancement d'une formation, enfin d'une filière de formation d'éthique santé, et je me souviens avoir fait de très nombreux déplacements à Angers, à Marseille, à Lille et à quelques autres endroits avec diverses personnalités pour venir chauffer les salles et inciter les différentes écoles à monter des cursus et aussi pour motiver les futurs élèves. Je crois qu'on n'en est plus là aujourd'hui. J'ai noté le nombre de demandeurs de ces formations et le nombre retenu, donc il y a encore de la marge pour satisfaire tout le monde. Nos besoins et nos objectifs, c'est un petit peu les mêmes que ceux que Christian Populu a évoqués dans le domaine des équipements médicaux, des devices. Dans le domaine des systèmes d'information de santé, c'est un petit peu la même chose. Hein. Nous passons de saut technologique en saut technologique. On a commencé il y a des années par les mainframes, après avec la micro-informatique, le client-serveur. Aujourd'hui, nous sommes en mode SaaS dans le cloud. Qu'est-ce que sera demain? On n'en sait rien. Mais toujours est-il qu'il y a un besoin permanent de formation, de double compétences, à la fois dans le domaine de la santé médicale et dans le domaine des technologies. Et les cursus que vous proposez vraiment sont parfaitement complémentaires et je n'ai pas d'inquiétude pour les futurs diplômés. Ils auront probablement le choix dans leur carrière et dans leur avenir. D'autant que, comme l'a évoqué Gérard Demas, la France aujourd'hui n'est pas exactement en avance dans le concert international ni même européen. La même étude européenne qui a été citée tout à l'heure montre que dans le domaine des supports du dossier médical dans les établissements, entre le papier, les microfiches et les dossiers médicaux électroniques, la France est leader du DMP, du dossier médical papier. Alors plus précisément, la France arrive en avant-dernier rang, enfin, et deuxième en dossiers médicaux papier devant l'Italie et très 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 loin derrière en matière de dossiers médicaux électroniques. Alors, la bonne nouvelle, c'est que donc tout est à faire. Alors, vous connaissez les obstacles, pas assez d'argent, faiblesse de la maîtrise d'ouvrage, enfin, tous les obstacles que l'on peut imaginer. Et la formation, les formations que vous réalisez, eh bien, sur le volet maîtrise d'ouvrage, accompagnement du changement, sont vraiment pour nous industriels une aide précieuse. Et nous avons eu l'occasion déjà au travers de nos entreprises d'accueillir beaucoup de stagiaires des différentes écoles, dont la plupart d'ailleurs sont embauchés à l'issue de leur stage. Et donc je crois qu'il faut poursuivre cette dynamique, ce partenariat.
Vous pouvez compter sur les industriels privés pour appuyer vos formations et nous attendons avec beaucoup d'intérêt de pouvoir accueillir des stagiaires dans nos entreprises. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser pour les 4 intervenants présentant les formations? Voilà, moi, ce n'est pas une question, c'est simplement une remarque. Elle s'adresse à madame. J'ai été très agréablement surpris de voir qu'il y a un mot que madame a employé, les nanotechnologies. Alors, dans notre pays, les nanotechnologies, la génomique, ce sont vraiment des gros mots. À l'heure où nos partenaires ou nos compétiteurs, pour le coup chinois, indiens ou nord-américains, sont déjà tout à fait mobilisés sur cette discipline d'avenir. Alors, cette discipline d'avenir en France, c'est plutôt à l'horizon du 4e millénaire. Pour les 3 principaux pays que j'ai cités tout à l'heure, il y en a d'autres, c'est à l'horizon 5 à 10 ans. Et si vous voulez un petit peu vous familiariser avec cette vague qui va doucement nous arriver dessus, qui est la génomique, j'ai lu, il y avait un petit peu plus d'un mois, un excellent ouvrage. Alors, je vous conseille de ne pas laisser traîner pour vos enfants et d'éviter de le lire avant de vous endormir, parce que ça relève du scénario de science-fiction médicale. Hein. Ça s'appelle « La mort de la mort ». Ça a été écrit par un médecin qui s'appelle le docteur Laurent Alexandre et qui est, entre autres, le concepteur du portail Doctissimo. Vous savez, ce portail qui est consulté 2 millions de pages par jour. Si vous voulez un petit peu vous familiariser avec le sujet, c'est le moyen. Et donc, le fait qu'on parle sans que ça suscite d'éruptions cutanées, de nanotechnologie et de génomique, c'est plutôt une bonne chose. Et là encore, les formations auprès des étudiants de notre pays seront absolument indispensables si on ne veut pas dans ce domaine également, être relégué dans la queue de peloton. Oui, on va passer de l'autre côté, il y en a un autre là. Oui. Allez-y. Oui, moi j'avais... Oui, je voulais juste rebondir par rapport à ça, à cette remarque et ces technologies biomédicales, nanotechnologies, génomiques, etc. Je pense que c'est un des sujets, alors évidemment c'est de la recherche fondamentale aussi, ce sont les universitaires qui doivent je dirais, s'accaparer du sujet. Il est évident que demain, on va vers une espèce d'automatisation du traitement médical. Prenez juste l'exemple d'une substance qui s'appelle le FDG, qui est aujourd'hui un radiotraceur qui est utilisé sur les examens de PET scan. Donc c'est du glucose rendu radioactif qui va se fixer sur les cellules cancéreuses. On va disposer dans les années à venir de plusieurs dizaines de radiotraceurs, donc spécifiques à l'Alzheimer, à d'autres maladies, et puis spécifiques à différentes typologies de cancer. On ne raisonnera plus à l'avenir de cancer par rapport à un organe, mais on va raisonner en typologie de cancer, peu importe l'endroit où le cancer se développe. Donc c'est quelque chose qui est très très important, et c'est un des axes d'avenir de la médecine dans les années à venir. Donc c'est un train qu'il faut absolument pas louper. Et malheureusement, je fais le même constat, c'est qu'aujourd'hui, on est sur le thème sémantique, alors qu'on ferait mieux justement de supporter la recherche et de faire en sorte qu'on soit présent dans je dirais, dans ce positionnement au niveau de la santé dans le monde. Oui, moi j'avais une question concernant la perception des profils technologiques, on va dire, d'ingénieurs ou de nos technologies ou des technologies que vous défendez au travers de vos associations. Comment est perçu un ingénieur ou un pharmacien médecin, un ingénieur pharmacien dans un environnement médical? Dans certains cas, la science et la compétence appartient au PUHP, enfin au professeur. Et comment est-il perçu et comment peut-il s'intégrer et être reconnu du fait qu'il a une expertise, qu'il a une formation qui a été conçue et construite pour répondre à des besoins. On s'interroge un peu au travers d'un certain nombre d'acteurs de la formation en TIC et santé en particulier, mais c'est vrai, je pense, dans
des filières aussi matériaux ou autres, hein, comment ils peuvent être reconnus à leur valeur, en quelque sorte, plutôt que d'être un simple exécutant dans le milieu médical. Je ne sais pas comment vous le percevez au travers de vos poulains ou de vos activités. C'est certainement difficile parce que l'hôpital est un lieu de pouvoir, effectivement. Voilà. Le pouvoir appartient au chef de service, au chef de pôle. Et en même temps, ce sont des gens qui sont aujourd'hui un peu déstabilisés parce qu'on leur demande beaucoup de choses pour lesquelles ils n'ont pas été vraiment formés. Donc je pense qu'on est dans une phase effectivement difficile d'adaptation des structures hospitalières à une nouvelle forme d'exercice. On parlait tout à l'heure, j'entendais parler du management et des 900 médecins formés au management depuis 1991, médecins de la PHP. Voilà typiquement un sujet qui est un sujet aigu, puisque aujourd'hui il y a des formations de chef de pôle. Un chef de pôle à l'hôpital, il doit gérer un budget, il doit gérer des ressources humaines, il doit gérer l'organisation. Je pense par exemple à d'autres domaines qui sont aujourd'hui en phase d'accréditation, comme par exemple, je reviens sur la biologie médicale. La biologie médicale, on demande aujourd'hui aux biologistes d'être médecins, c'est-à-dire d'avoir encore un renforcement de ce rôle médical, mais en même temps on lui demande de maîtriser complètement son organisation en passant dans une démarche d'accréditation qui a valu une nécessité pour lui de valider tous les éléments de son organisation, y compris bien sûr le système d'information. Donc comment aujourd'hui un chef de service peut détenir la totalité du pouvoir sur ses équipes et le savoir-faire de l'organisation et la maîtrise de son organisation sans aujourd'hui déléguer? Je pense que même si c'est encore possible dans certains services, on est monté d'un cran avec la mise en place des pôles. Il va falloir de toute façon qu'une délégation se mette en place. Alors, on va de toute façon aussi privilégier des gens qui sont expérimentés. Hein. C'est peut-être aussi la difficulté d'un nouveau diplômé dans un environnement qui, encore une fois, est un lieu où il y a du pouvoir et le pouvoir est un enjeu fort. Et en même temps, peu d'expérience, ça veut dire une grande fragilité. Mais en même temps, il aura l'avantage de maîtriser un certain nombre de sujets que personne autour de lui ne maîtrisera. Clairement, les sujets d'innovation, les sujets techniques, c'est lui qui va les détenir. Donc, bon, il faut effectivement une dimension personnelle, humaine, suffisante pour que l'individu puisse s'imposer dans un environnement pas forcément favorable, mais à terme, indéniablement, c'est lui qui détiendra une grande partie du pouvoir, puisqu'il aura la maîtrise de la solution et c'est lui qui pilotera l'organisation. Par contre, en hospitalier, on s'est souvent heurté à un problème de statut des personnels hospitaliers. Hein, et ça, je pense qu'il y a sans doute une révolution réglementaire à faire là-dessus. J'ai cru comprendre que pour gérer un projet, notamment dans les systèmes d'information, il fallait une formation d'informaticien pour être directeur de projet. Et qu'on déniait toute capacité de prendre une direction de projet à une personne issue d'une autre filière que la filière ingénieur informatique. Donc ça, c'est un des problèmes que nous pouvons encore avoir, c'est un des blocages importants qu'il faudrait réussir à faire lever pour rassurer des carrières, justement, à des gens qui ont un profil non pas informaticien, mais mixte, maîtrisant la technologie et une partie ayant fait une partie de leur cursus dans le médical, donc maîtrisant la connaissance de la pratique médicale. On a vraiment besoin d'architectes, d'organisation. Là, il faut absolument que les chefs de service délèguent ça et qu'il y ait une population qui prenne en main ce sujet-là en milieu hospitalier notamment. Avant de donner la parole à M. Fouerassi qui l'a demandé, je vais juste faire, parce que ça correspond, c'est dans la continuité de ce que vous avez dit, j'ai une remarque et puis une interrogation. La remarque, c'est sur les doubles formations qu'on a mises en place depuis 1996, donc celle-là on la connaît bien, pharmacien-ingénieur. Deux commentaires. D'abord, les recruter sur titre, hein, pharmaciens sont des très bons élèves de l'intérieur, je le dis tout de suite parce qu'on peut se dire quelquefois, oh là là, mais ils n'ont pas le cursus. Ils ont un cursus complémentaire hein, pour pouvoir intégrer l'école. Et une fois intégré, c'est dans les meilleurs éléments. C'est dans les meilleurs éléments au niveau des salaires à la sortie aussi, d'ailleurs, hein, très clairement. Et ils ne sont pas en général dans les milieux hospitaliers, hein, ils sont dans l'industrie au sens large, hein, l'industrie, le conseil, ainsi de suite. Voilà, ça c'est le premier commentaire. Sur médecin-ingénieur, on n'a pas assez de recul puisqu'on en a un pour l'instant. Hein. Bon, c'est une filière qui monte et qui est longue à monter en charge parce que de toute façon, c'est au minimum 10 ans d'études. Donc pour avoir les deux diplômes, il faut attendre, voilà, Bac plus 10. L'interrogation que j'ai, et ça correspond à ce que vous avez dit un peu, c'est que ben là, on est là pour discuter des formations ingénieurs, des colorations qu'on peut donner pour répondre à la demande industrielle, voire des doubles formations. Mais clairement, il y a des utilisateurs donc, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans des structures privées
Et l'interrogation, c'est à la fois au niveau des gestionnaire, au niveau des praticiens, au niveau des infirmiers et des infirmières. Clairement, on se demande s'il ne faudrait pas, dans les formations de ces gens-là, mettre un peu plus, je dirais, de formation au-delà du disciplinaire, quoi, hein, au-delà du disciplinaire. Alors évidemment, ça commence par l'école de Rennes dont on a parlé, mais là, ça commence à être fait, et peut-être beaucoup plus. Avec une formation un peu plus ingénierie. Et puis pour les médecins aussi, me semble-t-il, hein, qui vont être utilisateurs et qui seront peut-être potentiellement des gens qui pourront, au lieu de faire de la prescription, promouvoir des nouveaux dispositifs et en tous les cas les accepter. Et puis pour la gestion du système, et puis les infirmiers, donc tous les acteurs du système. Me semble-t-il, il y a aussi un pas à faire. Voilà, c'était les deux. À l'hôpital, ça se passe, comme le disait Robert Picard tout à l'heure, je crois, c'est le compagnonnage. C'est-à-dire, on n'a pas de formation dans le cursus initial sur les techniques, les outils, l'informatique, donc on apprend sur le terrain. On prend une garde, tiens, débrouille-toi avec l'automate pour faire la biologie de la garde. En gros, c'est ça. Et c'est largement insuffisant, évidemment. Alors, c'est aussi, heureusement, les nouvelles générations sont un petit peu plus accoutumées avec les nouvelles technologies, si tant est qu'elles soient nouvelles, elles ont déjà 30 ans. Donc, mais bon, clairement, c'est un manque. Je crois qu'il y a des initiatives qui sont faites aujourd'hui vis-à-vis des doyens pour pouvoir intégrer un cursus sur la formation initiale avec un peu plus de technologie et de système d'information. La connaissance aujourd'hui du corps médical, elle ne peut pas reposer simplement sur le savoir livresque et la bibliothèque. Hein. Je parlais de migration très très forte de certaines professions. Je pense notamment à l'automopathologiste qui avait toute une documentation à sa disposition, qui maintenant intègre une logique plutôt de travail sur des plateaux techniques avec des modalités, couplant de l'imagerie et d'autres techniques. D'ailleurs, ça nécessite d'aménager les standards parce que le DICOM, c'est-à-dire les standards d'échange d'images pour l'anatomopathologie, qui est beaucoup plus gourmand en volume que ça ne l'est en radiologie, nécessite d'améliorer et d'aménager les standards. Donc, on a devant nous des grandes mutations de certains métiers qui vont être complètement numériques demain, quoi. Donc ça, c'est clair que s'ils ne l'apprennent pas à l'école, on est en grand danger dans le cadre de leur pratique ultérieurement. Juste rajouter une chose par rapport aux métiers médicaux, on va dire. Je crois que l'arrivée sur le marché de nouvelles générations de machines hybrides, vont faire voler en éclats des spécialités. Je pense qu'on est devant une révolution culturelle, même au niveau de la formation des futurs médecins. Le radiologue, tout à l'heure on parlait de chirurgie, le fossé à Strasbourg dans le projet, c'est de faire se rapprocher le chirurgien du radiologue interventionnel et peut-être qu'à terme générer une nouvelle profession où on utilisera toutes les compétences initiales des uns et des autres. Vaste programme. La médecine nucléaire, qui est une caste, un État dans l'État. Quand vous mettez en place une machine hybride style MRPET, bon, elle appartient à qui? C'est la première préoccupation du corps médical. On la met où? Donc je pense que tous ces aspects-là vont devoir évoluer et bien entendu, ça aura des impacts sur la formation. J'aimerais juste poser une question aussi, faire une remarque ouverte. Quand on voit les différentes facettes dont on vient de parler sur l'émergence des nouveaux métiers, ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, il faut se reposer la question du cursus de formation, parce que attendre d'un ingénieur, aussi doué soit-il, de pouvoir jouer parfaitement sur l'ensemble du clavier, ça me paraît difficilement envisageable. Donc peut-être de proposer à des gens qui ont envie de se spécialiser des années complémentaires ou des semestres complémentaires pour peaufiner leur formation en fonction de leurs attentes. Oui, juste pour rester sur la question des profils, c'est à partir du moment où on a fait une étude de marché qu'on a perçu le besoin de construire à la fois un diplôme en formation classique et en alternance. Moi, je pense que, j'interroge les industriels, parce que au fond, on sent bien que pour un hôpital, c'est pas l'innovation
que l'on va attendre de l'ingénieur. L'ingénieur, il va être là pour structurer, pour être en soutien, je dirais, au fonctionnement du système. Par contre, il y a des besoins évidents en innovation, comme le soulignait M. Populu. Il y a évidemment, et là, la formation, des formations d'ingénieurs de très haut niveau s'impose. Donc, ce sont des gammes d'ingénieurs aussi relativement différents, et je voulais le souligner parce que qu'est-ce qu'en pensent les industriels? Il n'y a pas seulement, les profils sont très différents aussi par l'aspect innovation et l'aspect support. Voilà. Donc, je voudrais répondre à un certain nombre de remarques qui ont été faites sur l'aspect tout d'abord architecte. Donc, on a parlé effectivement de profil. C'est tout à fait l'état d'esprit de la formation d'ingénieurs que nous avons montée. Ce ne sont pas du tout des spécialistes. Ils ont une vision globale de ce qui existe au niveau des systèmes, des devices. Et leur futur métier ce sera certainement chef de projet et architecte de systèmes d'information avec toute la complexité qui va derrière. Et donc ça, je rebondis aussi pour préciser, donc ce ne sont pas effectivement des spécialistes, mais dans l'offre de formation de Montpellier, justement, on a en parallèle de la formation d'ingénieurs des masters avec des spécialités. Et donc un ingénieur qui souhaiterait ensuite se spécialiser dans l'imagerie médicale, par exemple, peut suivre le master en parallèle, le master en parallèle de son année d'ingénieur, et ensuite de rajouter un an pour se spécialiser sur un des thématiques. Alors, technologie pour la santé, imagerie médicale, système d'information, etc. Donc on a effectivement le double panel, hein, on va dire ingénieur généraliste et puis après spécialité. Bon, sur l'interopérabilité, bien évidemment, on les sensibilise. Hein. On a un module système d'information et là-dessus, je pense qu'ils sont assez... La sécurité, bon, on a quand même pas mal d'expériences dans d'autres domaines où on peut reporter. Donc là, effectivement, ils sont aussi sensibilisés à ces notions-là. Et j'aimerais juste terminer mon intervention sur une question que je pose à vous, association d'industriels. C'est, on a vu un certain nombre d'éléments de la chaîne de valeur. On a vu le praticien, on a vu l'ingénieur, on a vu l'industriel. Il manque quand même à un moment donné le patient et les aidants. Alors, dans vos projets, vous, d'innovation industrielle, est-ce que ces partenaires-là, qui seront acteurs dans leur santé, hein, sont présents? Enfin, pour assister à beaucoup de réunions sur le sujet, beaucoup de colloques, on parle beaucoup effectivement de ces marchés qui, je dirais, plusieurs axes. Effectivement, il y a des contraintes économiques, il y a des réalités. On nous annonce une réduction des lits dans l'hôpital, à peu près de 40% des lits d'aigus, MCO, et une hospitalisation plus importante au domicile. Donc il y a un mouvement effectivement très fort, mais aujourd'hui qu'on voit poindre à l'horizon. Hein, clairement, on ne sait pas si c'est pour l'année prochaine ou dans 10 ans, parce qu'on a une visibilité assez imparfaite, hein, sur le déploiement de ce genre de choses. L'hospitalisation à domicile, ça existe pour des pathologies bien définies. Elles sont aujourd'hui managées par les hôpitaux qui prennent en charge ce genre de choses. Dès que le patient est lâché dans la nature, on a un besoin énorme de suivi. La même étude qu'on mentionnait tout à l'heure, je pense, alors j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais je pense qu'on est au 20e rang à peu près sur le suivi du patient à domicile. Donc oui, certainement. L'utilisation de la télémédecine, de la visio dans les consultations à distance, tout le problème de la dépendance, effectivement. Bon. Mais là, je dirais que, bon, pour ce qui me concerne, et si je reprends ma casquette de président d'Interop Santé, j'ai un petit peu de mal à voir quelles sont les pratiques réelles et ensuite de définir exactement les cas d'usage, de voir quels systèmes d'information sont en jeu, et puis à ce moment-là d'en déduire, voilà, il va falloir qu'on standardise tel et tel type d'échange dans ce domaine-là, hein, par exemple. Donc pour l'instant, les choses sont encore un petit peu floues, même si bien évidemment personne ne nie les besoins qui sont devant nous, la prise en charge de la dépendance, etc., etc. Moi, je le conçois plutôt comme aujourd'hui une myriade de projets, certes qui sont importants, qui doivent être portés par des groupes plus importants, par des groupes pharmaceutiques peut-être, par des sociétés qui déploient du dispositif médical, des systèmes d'information. Mais à quelle échéance ça deviendra un véritable marché? Moi, personnellement, je n'ai pas la réponse. C'est comme ça que je le vois.
Oui, ce que l'on observe incontestablement, et la Conférence nationale de santé, et Robert Picard d'ailleurs, qui prépare un rapport sur le sujet avec 2 études européennes le montrent, c'est qu'il y a une tendance assez forte du patient à devenir de plus en plus autonome dans la prise en charge, non pas simplement du soin qu'on lui donne, mais de sa santé et même du bien vivre. Et donc ça, c'est un changement de paradigme qu'il va falloir à un moment ou à un autre prendre en compte. L'époque à laquelle le patient soumis, passif au corps médical, était passif soumis au corps médical, est en train de changer un petit peu pour avoir un consommateur plutôt avisé. En exemple, dans la santé mobile, dans la mHealth, il y a 17 000 applications à télécharger. Bien évidemment, ce ne sont pas des applications qui sont téléchargées par les hôpitaux pour les besoins des patients. C'est beaucoup qui sont directement utilisés par les consommateurs de santé. Alors heureusement, il n'y a pas d'association. Et beaucoup sont payantes, ce qui d'ailleurs montre qu'il y a une évolution du modèle économique qui est assez sensible. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, on sort quand même de 2000 ans de paternalisme médical, mais il y a quand même une tendance lourde de l'autre côté de l'Atlantique et de plus en plus chez nous pour que le patient devienne un consommateur avisé. Juste une petite remarque à la réflexion de M. Populi en disant que on ne pouvait pas être il fallait un certain nombre de spécialistes. Il y a quand même le domaine formation initiale. Les élèves que nous formons, ils ne passeront qu'une fois dans une école d'ingénieur. Et en faisant le calcul, ils devraient être en retraite en 2050, 52, 55. Et donc, l'environnement des technologies de l'information pour la santé à l'époque, je ne sais pas si beaucoup peuvent en parler. Donc, on est obligé de leur construire un socle de compétences qu'ils vont mettre en œuvre dans un environnement différent. Mais par contre, il y a toute une place pour des programmes de formation continue, des choses plus spécialisées, à usage plus rapide et à mise en œuvre plus rapide, il y a durée de vie plus faible aussi. Donc c'est deux familles et la plupart des gens qui interviennent dans ce domaine réfléchissent aussi ou ont déjà mis en place des programmes de cette nature. C'est ce que vous envisagez. Oui, suite à toutes les interventions qu'on a pu voir, la constatation, c'est quand même que aujourd'hui, il y a un besoin de formation des personnels qui sont déjà en place ou même des ingénieurs. Et donc, moi, ce que je constate suite à ce débriefing et cette table ronde, c'est en particulier au niveau des workflows, il y a un besoin de formation au niveau des personnels de santé, mais concrètement, peut-être au niveau des possibilités qu'il y a dans les groupes industriels que vous représentez dans ce domaine, je veux dire, les ingénieurs qui vont opérer justement dans le milieu médical, tout ce qui concerne le génie industriel, on a parlé de l'industrie automobile, transférer le génie industriel de l'industrie automobile au domaine de la santé. Je veux dire, aujourd'hui, le marché de l'emploi dans ce domaine, il représente quoi ? Il y avait une question qui appelait des réponses. Ça tombe bien, c'est... On continue. Vaste sujet. Je n'ai pas de réponse précise à vous donner. J'essaierai de répondre indirectement. Je pense que la qualité de la formation et l'évolution de la formation ou les possibilités qu'on donne à un ingénieur, une fois qu'il est en place, de poursuivre sa formation finalement, va être déterminante dans le positionnement de l'ingénieur biomédical à l'avenir en milieu hospitalier. Parce qu'aujourd'hui, ces mandarins ont tendance à disparaître. Donc on arrive à une nouvelle génération de médecins. Leurs responsabilités sont croissantes. Tout à l'heure, on évoquait le patient, mais le patient, si je prends l'exemple américain, on va vers une judiciarisation aussi. Les patients sont loin d'être idiots. Il y a des moyens aujourd'hui, Internet, qui leur permettent d'acquérir des informations. Et donc, les mêmes médecins
chefs de service vont devoir être formés à ce type de préoccupation, au management d'une manière générale, garder leurs troupes, parce que pour eux aussi, la formation de leurs adjoints, c'est quelque chose qui coûte très très cher, c'est un travail d'équipe. Donc je pense que ça va libérer de la place pour nos ingénieurs. Et voilà. Pas censé être le mot de la fin, mais j'avais une réflexion effectivement comme un peu sur le plus long terme, parce qu'on parle beaucoup d'ingénieurs santé dans le milieu hospitalier et on assiste, donc on a eu des remarques déjà sur d'une part de plus en plus d'importance sur le suivi éventuellement à la maison, le maintien à domicile, soit de malades, soit de personnes âgées. Il y a quand même si on est au début, une réflexion de plus en plus sur la prévention et donc toutes ces questions de santé qui sortent du milieu hospitalier. Donc ma réflexion, c'est un peu sur quel délai ça devient vraiment une question importante et comment, et oui, si oui, comment prendre ça en compte dans des formations ingénieurs santé, ou est-ce qu'il faut encore avoir d'autres formations pour pouvoir répondre à ça? C'est un peu ça mon interrogation de distance. Pour un prochain colloque. Oui, j'espère que ce n'est pas cavalier d'essayer de conclure un petit peu, parce que je crois qu'autrement, l'auditoire risque de partir morceau par morceau, même si je pense que la table ronde est intéressante. Moi, si j'avais une conclusion, ce n'est pas une conclusion, c'est un constat. On parle du secteur santé, mais c'est un secteur très vaste. On a parlé du milieu hospitalier, mais il y a les structures de soins privées qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Il y a les médecins, la médecine libérale individuelle. Il y a les producteurs de dispositifs. Donc, je veux dire, c'est un peu comme les paysans, quoi. Hein. C'est quelque chose de... il y a un terme générique, mais en fait, il y a des sous-groupes très importants et sans doute, les réponses sont multiples, variées, différentes. Il n'y en a pas qu'une. Ça nous donnera l'occasion, sans doute, de refaire une deuxième table ronde après un colloque que j'espère aussi animé. Merci à tous les intervenants. Merci surtout à nos représentants industriels d'avoir participé et animé cette table ronde. Voilà. Merci.